Bienvenue à notre plateforme virtuelle de la Maison Russe. à la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Сегодняшний вечер мы посвящаем очередному Ce soir, on va dédier нашего à проекта la visite virtuelle dans le cadre de notre projet Journée de musée. à une visite virtuelle dans le cadre de notre projet que nous développons à la Maison Russe à Bruxelles et qui s'appelle la Journée de musée. И я очень рада приветствовать сегодня и Et представить je suis très contente de давнего партнера vous présenter notre Музей partenaire, Мирового океана в городе Калининграде, le России, musée de и l'océan нашу de Kaliningrad. ведущую Юлию Васильевну Et Степанчук. S'appelle aussi la Yulia journée du Stepanchuk, musée. И я очень qui est рада responsable pour приветствовать le сегодня и département представить de вам l'histoire de ce нашего musée. давнего партнера, Музей Мирового Юлия, океана в bonjour. городе Калининграде в России, и нашу ведущую Юлию Васильевну Степанчук, кандидата географических наук, заведующую отделом истории этого музея Мирового океана. Юлия Васильевна, добрый вечер. Notre guide d'aujourd'hui, je suis très heureuse de présenter aujourd'hui notre représenter encore une fois notre dirigeante, la directrice du département de l'histoire du musée de l'océan mondial. Non, прежде чем я передам ей notre guide Avant de lui passer la parole, Madame je Yulia voudrais Stepanchuk, vous annoncer quelques docteur en détails sciences techniques. géographiques et dirigeante, la directrice du département de l'histoire du musée de Nous l'océan allons mondial. avoir Но прежде чем я передам ей l'interprétation en français ce soir. слово, несколько Ceux qui технических veulent деталей, как continuer à nous всегда. écouter en Mais avant de lui français, passer la vous parole, devez quelques détails techniques, comme choisir toujours. Сегодняшняя встреча у нас идет l'icône с синхронным переводом на французский avec язык. le Я globe. приветствую наших коллег-переводчиков. Те, кто хотят продолжать слушать нас по-русски, пожалуйста, выберите русскую дорожку, нажав на иконку с изображением глобуса, la piste française, en cliquant sur l'icône de globe, en bas à droite avec de votre traduction voilà, à partir de ce moment-là, je suis français, et ceux qui veulent continuer à nous écouter et les autres langues de Molière, explications se donneront de choisir en russe. La piste française, en cliquant sur l'icône du globe, en bas à droite de votre écran. Nous allons Voilà, à partir de ce moment-là, je switch en visite russe, virtuelle je sur passe en notre russe site et les autres explications se donneront russhouse.be. en russe. En plus, nous allons diffuser cette visite virtuelle sur le site de la maison russe, russhouse.be. Et ceux qui veulent peuvent le regarder plus tard, encore une fois, sur notre site ainsi que sur notre canal YouTube. Et puis, il y a aussi la diffusion sur la page de la Maison Russe dans les réseaux sociaux, en particulier en Facebook et Contact. En plus, les participants de notre visite peuvent poser les questions à Yulia Vassilievna ou bien faire les commentaires. Et pour vous donner la parole, vous pouvez appuyer sur l'icône d'une main, partie droite en bas de votre écran. Et comme ça, on va vous donner la parole et vous pouvez dire quelque chose. Sinon, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Vous devez appuyer aussi la même icône et poser votre question de la même façon par écrit. Et maintenant qu'on a discuté tous les détails techniques, je vais donner la parole à Yulia Vassilievna pour présenter le sujet très intéressant, le navire scientifique Vitesse. Yulia, vous avez la parole. Bonsoir, je suis heureuse d'entendre la langue française et de vous présenter l'histoire et le destin d'un objet très particulier pour nous,
le navire de recherche scientifique Vitesse. Il a eu une longue vie et je dis souvent qu'il a vécu plusieurs vies. Bien qu'il ait été construit en 1939 comme cargo à Bremerhaven, faisant partie d'une série de navires, il n'a pas effectué beaucoup de voyages de transport. Puis, la Seconde Guerre mondiale éclata et le navire fut transféré à la flotte militaire de la Wehrmacht. Cette période de sa vie a longtemps été entourée de mystères pour nous. Nous savons maintenant avec certitude qu'il transportait des permissionnaires et des blessés avant de rejoindre la série de navires qui furent ensuite transférés à l'Union soviétique dans le cadre des réparations de guerre. Pendant cette période, une nouvelle science, l'océanologie, vit le jour. Et bien sûr, les scientifiques ont réclamé l'outil principal de leur recherche en navire océanographique. Grâce aux efforts de plusieurs grands scientifiques, acteurs du monde politique et de la science, ce navire fut attribué aux chercheurs et leur choix se porta sur le cargo Mars. Le navire fut réaménagé, équipé d'appareils uniques et des laboratoires scientifiques ont été installés. En 1949, le navire rebaptisé Vitesse a entrepris sa première expédition scientifique. La période de 1949 à 1979 est aujourd'hui appelée l'âge d'or de l'océanologie et les travaux du Vitesse sont désignés comme l'ère du Vitesse. Dans l'histoire de la science, 30 ans est une période relativement courte, mais durant ce temps, l'immense progrès ont été réalisés et des résultats ont été obtenus qui ont profondément influencé notre compréhension de l'océan et de son fonctionnement. Ces découvertes ont marqué une époque dans le développement de l'océanologie, non seulement en Union soviétique, mais aussi dans la science mondiale. C'est ainsi que le dernier voyage du navire, qui était enregistré à Vladivostok, s'est achevé à Kaliningrad. Il a traversé une période difficile, restant à quai pendant plus de 10 ans sans effectuer de voyage. Mais il a été préservé, ce qui a permis de le transformer en musée. En 1990, notre musée a été créé dans le but de préserver ce légendaire navire de recherche scientifique. Le navire a ensuite été réparé au chantier naval Wismar et adapté pour rester ici sur la rivière et accueillir des visiteurs. Cette année, nous avons célébré plusieurs dates mémorables. La mise à l'eau du navire, sa première expédition et la fin de sa dernière expédition. Une date très importante pour nous a été le 12 juillet où nous avons célébré les 30 ans de la mise à quai du Vitesse en tant que navire musée. Aujourd'hui, en tant qu'historien des sciences, nous pouvons dire que ces périodes importantes de sa vie sont désormais équilibrées. 30 ans en mer et 30 ans à quai en tant que musée. Il remplit aujourd'hui d'autres fonctions, mais elles sont tout aussi importantes pour nous que l'exploration de l'océan l'était autrefois. Je voudrais vous inviter à monter à bord du navire. Sur notre site, vous pouvez visiter l'exposition intitulée « Le navire de la science » où nous avons essayé de vous raconter les recherches les plus marquantes et les plus importantes du Vitesse. Parmi ces réalisations, on peut mentionner la mesure de la profondeur maximale de l'océan mondial dans la fosse des Mariannes, la découverte du contre-courant sous-marin qui porte le nom de Tareyev, et des découvertes importantes dans le domaine de la physique océanographique, notamment celle des tourbillons océaniques pour lesquels des scientifiques ont reçu de nombreuses distinctions. Il y a eu également la découverte de nouvelles espèces d'animaux, de nouveaux genres, ordres et d'autres unités taxonomiques. Le Vitesse a contribué à notre compréhension de l'océan, prouvant qu'il s'agit d'un écosystème unifié composé de zones spécifiques, y compris celle qu'on appelle l'ultra-abyssale. Dans les sciences internationales, le Vitesse est bien sûr connu pour ses recherches en eau profonde, dans ce qu'on appelle en russe ultra-abyssale et en anglais la zone Hadal, au-delà de 6000 mètres de profondeur.
Je vous invite à consulter l'exposition et à participer avec moi à une visite virtuelle de navire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à bord du légendaire navire de recherche scientifique et vitesse, aujourd'hui amarré sur le quai du musée de l'océan mondial à Kaliningrad. Nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers l'espace et le temps et découvrir comment une courte période de seulement 30 ans dans l'histoire de la science a été nommée l'ère du vitesse. Cette période est encore appelée l'âge d'or de l'océanographie. Nous sommes actuellement dans le salon de l'équipage avec un port d'attache de navire Vladivostok. C'est ici que se reposait l'équipage, principalement composé de membres inscrits à la marine marchande de l'Extrême-Orient. Ce lieu était toujours animé, bruyant, avec une atmosphère détendue. Le temps libre y était souvent passé avec des personnalités intéressantes et exceptionnelles. C'est ici que la musique résonnait, que l'orchestre amateur répétait, que des poèmes étaient lus, des pièces de théâtre amateurs étaient montées, et bien sûr, des romances étaient chantées accompagnées de musique. C'est pourquoi des instruments de musique, ceux qui jouaient à bord, sont encore exposés ici aujourd'hui. Les fêtes y étaient célébrées, notamment celles du 8 mars et du 23 février. Le cadeau le plus attendu pour toutes les femmes à bord était un brin de corail, un souvenir inhabituel que les hommes plongés pour les récupérer offraient toujours pour surprendre et faire plaisir. Le Nouvel An y était bien sûr célébré. La première célébration à bord du Vitesse a eu lieu en mer de Bering lors de la 13e expédition. Puis les festivités ont continué dans l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. L'année 1958 a marqué la célébration du premier Nouvel An tropical. Tout le monde portait de chemises colorées et un sapin spécialement transporté dans un réfrigérateur a été installé et décoré par les membres de l'équipage. Toutefois, l'ananas avec sa couronne verte rappelée du sapin est devenu l'élément central de la fête, décoré de guirlandes et de jouets faits maison. Ici se tenait également la réunion de la salle Lénine, un coin spécial à bord. On y lisait les télégrammes du gouvernement, comme celle annonçait la fin du dernier 65e voyage, moment où l'idée a été évoquée que l'ère du vitesse touchait à sa fin et qu'il fallait envisager de donner le même nom au prochain navire. Ce n'est pas un hasard si une carte a été placée ici, indiquant les expéditions du vitesse, afin que chacun comprenne l'ampleur des recherches effectuées et les vastes espaces explorés. Bien que l'équipage composé de marins, de bosco et de mécaniciens se trouvait ici, tous comprenaient l'importance de leur mission pour la science. L'équipage prenait également ses repas ici, conformément aux habitudes maritimes, à 4 moments de la journée. Une tradition particulière sur le Vitesse était le thé du soir, inventé pour adoucir la garde des scientifiques qui travaillaient sur des stations de recherche pendant plusieurs jours. Un des petits plats était toujours préparé. Selon la recette du chef cuisinier du bord, Valéry Lutoyev, une figure clé du Vitesse, reconnue pour ses spécialités comme les pelmeni et les gâteaux d'anniversaire. Bien sûr, tout le monde prenait des photos. Également, pendant le temps de repas, quand tout le monde mangeait des gâteaux. Ce n'est pas un hasard si nous voyons ici différents appareils photos appartenant aux membres de l'expédition à bord du Vitesse, qui immortalisaient ces contrées lointaines et inconnues, ainsi que les personnes vivant sur ces rivages lointains.
Nous nous trouvons maintenant sur le pont principal où l'équipage était bien entendu au cœur des activités. Une cabine double a été conservée dans son état original. Lorsque le premier équipage est monté à bord du Vitis en 1949, il a été étonné par le luxe des intérieurs, car les meubles du cargo Mars en acajou avaient été conservés. Certains de ces meubles sont également exposés aujourd'hui. Dans chaque expédition, un médecin de bord faisait partie de l'équipage. Il s'agissait d'une figure centrale, directement sous les ordres du capitaine. Sa responsabilité était vaste, mais la priorité était l'hygiène du navire. Comme Vitesse faisait escale sur les îles tropicales, la santé de l'équipage et l'état du navire étaient des préoccupations majeures pour le médecin. Il prodiguait également les premiers soins et préparait des débarquements sur les îles. Les membres de l'équipage prenaient des médicaments, par exemple contre le paludisme, et étaient examinés après chaque retour à bord. Il surveillait également le régime alimentaire et la fraîcheur des produits. Vous allez découvrir aujourd'hui à bord du Vitiaz un bloc médical composé de plusieurs pièces, une salle de consultation, une infirmière et selon les normes internationales, une salle d'isolement pour les maladies infectieuses. Ici, à côté du salon de l'équipage, se trouve le garde-manger où la vaisselle est stockée. La cuisine située en pont plus bas était équipée d'un ascenseur spécial permettant de faire descendre les plats préparés dans le garde-manger, où les serveuses apportaient les repas aux tables. Dans le labo hydrologique, d'importantes découvertes ont été faites. On n'étudiait pas seulement la circulation de l'eau, mais il fut prouvé que cette circulation constituait un système mondial. Vitesse a permis de démontrer que l'eau se mélangeait même dans les fosses océaniques profondes, ce qui a conduit à une interdiction internationale du dépôt de déchets radioactifs dans ces fosses. L'une des découvertes majeures en physique du XXe siècle a été également réalisée à bord du Vitesse, la découverte du contre-courant équatorial sous-marin qui porte aujourd'hui le nom de Tareyev. Aujourd'hui, l'exposition présente à la fois le laboratoire hydrologique et le labo hydrochimique. Vitesse a été le premier à utiliser une méthode relevée par polygone dans l'étude de l'océan. C'était la façon d'étudier l'océan. Des instruments étaient suspendus à différentes profondeurs sur de grands câbles pour recueillir des données sur l'état de l'eau, sa température, sa densité, sa salinité, etc. Des échantillons d'eau étaient également recueillis et le musée continue aujourd'hui de les recevoir, y compris de nos expéditions autour du monde, comme celle du Cap de Bonne-Espérance. Le laboratoire ichthyologique où l'on étudiait des poissons avait un accès direct au pont. Lorsque des filets ramenaient quelque chose d'inhabituel, les scientifiques s'empressaient de l'apporter au laboratoire pour commencer les études. Dès la deuxième expédition, des poissons très rares ont été capturés dans la fosse des Kouril-Kamtchatka. On pensait autrefois que la vie ne pouvait pas exister à plus de 600 mètres de profondeur en raison de la pression, de l'absence de nutriments, de la lumière. Cependant, il a été découvert que même des organismes complexes comme les poissons pouvaient s'adapter à ces conditions extrêmes. L'objectif principal du Vitiaz dans les mers de l'Extrême-Orient après la guerre était de découvrir des concentrations commerciales de poissons. Le sori, que beaucoup d'entre nous apprécient aujourd'hui, a été découvert grâce au Vitiaz, mais ce n'était pas un processus facile. D'abord, on a étudié le poisson lanterne, mais après traitement thermique, sa chair devenait amère et il n'a donc pas eu d'importance commerciale. Des poissons de haute mer ont également été étudiés. L'attention du Vitiaz s'est concentrée sur un petit poisson volant qui, dans les tropiques, traversait le pont du navire d'un côté à l'autre. Mais
Aucune grande découverte ne fut réalisée à partir de son étude. Toutefois, elle a permis à l'ichtyologue Nikolai Vassilievitch Parine de rédiger un manuel sur les poissons de haute mer, toujours utilisé par les scientifiques aujourd'hui. Dans le laboratoire de plancton, on étudiait le plancton, ces voyageurs de l'océan. Aujourd'hui, nous savons que cette vaste et diverse catégorie d'organismes, des plus petits aux plus grands, partagent un trait commun, l'absence d'organes de locomotion active. Ils dérivent au gré des vagues et des vents. Sur le Vitiaz, des dispositifs spéciaux ont été développés pour isoler le plancton, dont certains portent aujourd'hui le nom des scientifiques du Vitiaz. Un petit crustacé, le fusiacé devient l'objet d'études préférées de la docteure en physique et biologique Larissa Anatolievna Panomareva, qui rejoignit le Vitiaz en tant qu'étudiante et réalisa plus de voyages scientifiques que tout autre scientifique à bord. Le laboratoire de sonar est apparu sur le Vitiaz grâce aux efforts de Vsevolod Pavlovitch Zenkovitch, qui avait affirmé qu'il n'y avait pas de raison de travailler dans l'océan sans sonar. Cependant, il y avait un problème majeur. À l'époque, les sonars n'étaient pas fabriqués en Union soviétique. Grâce à l'influence de Zenkovitch, des fonds en devises étrangères ont été trouvés pour acheter un sonar anglais Kelvin Hughes, qui occupe toujours sa place aujourd'hui à côté de la table où l'opérateur observait la bande de l'échogramme émise par le sonar. Grâce à cet appareil, la profondeur de la fosse des Mariannes a été mesurée pour la première fois et la profondeur maximale de l'océan mondial a été déterminée en 1957. Les membres d'équipage de cette expédition légendaire sont visibles ici, au centre de la photo, avec le capitaine du navire Igor Vassilievitch Sergeyev et le chef de l'expédition Alexei Dmitrievitch Dobrovolsky, qui est devenu le fondateur du département d'océanologie. Aujourd'hui, ses élèves et ses successeurs viennent à bord du Vitiaz pour visiter sa cabine, où nous irons un peu plus tard. Le sonar, un appareil qui envoie un signal sonore, fonctionne en envoyant le signal vers le fond où il se réfléchit avant de revenir au navire. Grâce à cette méthode et d'autres facteurs comme la salinité, la densité et d'autres propriétés de l'eau, on peut calculer la profondeur par des méthodes mathématiques. Aujourd'hui, il existe encore des débats sur la véritable profondeur des fosses océaniques. Des mesures ont également été effectuées par satellite, mais peu de sondages ont été réalisés dans la fosse des Mariannes après le Vitiaz. Les données qu'il a fournies restent donc encore très précieuses. Grâce aux recherches du Vitiaz, nous savons aujourd'hui que les fonds marins présentent des reliefs aussi variés, voire plus intéressants que ceux de la surface terrestre. Lorsque les matériaux du Vitiaz ont été demandés par des scientifiques américains, une carte célèbre de Ezen et Tarp a été réalisée, représentant à quoi ressemblait la planète Terre si toute l'eau de surface s'évaporait. Il s'agit d'une structure globale unique composée de reliefs planétaires, avec au centre ce que nous appelons aujourd'hui des dorsales médio-océaniques. Le Vitiaz soupçonnait l'existence de ces structures. S'il y a des fosses, il doit aussi avoir des dorsales. Grâce aux successeurs du Vitiaz, nous savons aujourd'hui comment ces dorsales sont formées. L'existence de profondeur abyssale dans la fosse de Marianne a d'abord été relevée lors des travaux du navire britannique Challenger, qui a donné son nom à ce lieu, connu sous le nom de Challenger Deep. Le Vitiaz a étudié toute la fosse des Mariannes, une longue structure qui a déterminé les profondeurs à différents endroits, y compris la profondeur maximale. Le modèle que vous voyez ici montre à quoi ressemble la fosse, avec ses parois abruptes et la petite surface de la zone où se trouve la profondeur maximale. Nous sommes maintenant dans le laboratoire géologique, un espace regroupant plusieurs pièces du navire. Le plus grand nombre de nouvelles disciplines d'études a vu le jour ici. On a étudié la géochimie, les méthodes géomagnétiques, les techniques sismiques et acoustiques et plus de 10 autres domaines de recherche.
Plusieurs records mondiaux ont été établis à bord du Vitesse, notamment en extrayant d'une carte de sédiments de plus de 35 mètres de long dans des sédiments mous grâce à une sonde hydraulique spéciale. Lors de l'étude de la fosse de Marianne, le Vitesse a également voulu comprendre de quoi elle était composée. Mais il fallait un appareil capable de descendre à de grandes profondeurs sans se désintégrer comme d'autres l'avaient fait auparavant. Ainsi, le Vitesse a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui un dredge océanique en deux tailles 50 et 0,25. Lors de sa 25e expédition, il a été capable de recueillir un échantillon de sédiments à 10 920 mètres de profondeur. Cet échantillon d'origine organique est léger et friable, confirmant que la matière organique peut se déposer et former des couches dans les fosses océaniques profondes. Des échantillons géologiques ont également été remontés des dorsales médio-océaniques grâce à des sous-marins habités. Le Vitesse a participé à 2 projets géologiques majeurs, chacun porte plusieurs décennies. Le projet manteau supérieur de la Terre et le projet géodynamique international. L'origine de la Terre et la formation de ce relief restent encore aujourd'hui un mystère non résolu par aucune des théories actuelles. C'est pourquoi un projet ambitieux de forage en différents points de l'océan mondial a été lancé pour extraire des couches géologiques qui pourraient révéler comment la croûte terrestre s'est formée. Le projet a duré de nombreuses années avec la participation du navire de forage spécial Glomar Challenger. Cependant, les résultats attendus n'ont pas encore reçu, laissant encore des questions sans réponse. Le Vitesse a été le premier navire soviétique autorisé à entrer dans un port étranger en 1957. Il a été surnommé l'ambassadeur de la paix et de l'amitié, représentant la science soviétique. À cette époque, le Vitesse avait atteint de sommets scientifiques et accueilli de nombreux scientifiques éminents qui fondèrent de nouvelles écoles scientifiques avec des élèves et des successeurs dans de nombreux instituts à travers le pays. Le Vitesse a visité plus de 40 pays lors de ses 65 expéditions, principalement dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique. Dans le cadre de projets internationaux comme le projet Polymode, Vitesse a visité plusieurs pays. En 2024, le musée célèbre une date importante. 30 ans se sont écoulés depuis que le Vitesse a été mis à quai au musée de l'océan mondial. Pour nous, c'est un grand événement. Aujourd'hui, le Vitesse continue son travail en tant que symbole de la science océanique nationale. Eh bien, nous sommes dans la salle la plus solennelle et la plus prestigieuse du navire, la centrale. Elle s'appelle la salle de réunion. Elle a conservé des éléments de l'intérieur de toute l'histoire du navire. Il y a des éléments qui ont été préservés depuis l'époque allemande, d'autres ont été ajoutés lors des rénovations et des reconversions à l'époque soviétique. Nous sommes dans le petit salon où tous les chefs d'expédition se réunissaient autour d'une longue table. En moyenne, il y avait 14 équipes. Bien sûr, ils se réunissaient rarement tous ensemble car ils partaient pour des stations scientifiques, rédiger des rapports ici. Et d'autres membres de l'équipage étaient placés à d'autres tables. Au centre, derrière la table ronde, se trouvaient les personnes les plus importantes du navire, le capitaine et le chef de l'expédition. De temps en temps, il y avait de différentes réceptions. Lorsque le Vitesse accostait dans un port étranger, il était impératif d'organiser des journées portes ouvertes où, comme au mausolée, les gens faisaient la queue pour monter à bord, accueillis par le capitaine qui leur faisait une petite visite du navire. Et pour les invités de marque, il les invitait ici à ce fameux déjeuner préparé par le cuisinier du Vitesse, Valéry Lutoyev. De nombreuses personnes célèbres ont été à bord du Vitesse. Il s'agit du voyageur Thor Heyerdahl, de Jacques-Yves Cousteau et de Roger Revel, directeur de l'Institut Scripps.
Le Vitesse a laissé derrière lui un livre d'honneur épais et riche en inscriptions au cours de sa vie. Ce n'est pas un hasard qu'il a reçu une clé symbolique des îles Hawaïennes en reconnaissance de ses mérites. Des réceptions étaient organisées ici, mais aussi des conférences. À l'époque, ce miroir se transformait en tableau sur lequel étaient accrochées diverses affiches et les scientifiques prenaient la parole à tour de rôle pour parler des réalisations du Vitesse, des poissons profonds, de courants inédits et des échantillons géologiques inhabituels qu'ils avaient recueillis. 5 objets géographiques ont été ajoutés à la carte du monde nommée d'après le Vitesse, qui a étudié plus de 50 d'entre eux. 4 projets internationaux ont été menés depuis l'année géophysique internationale, lorsque le Vitesse était le fleuron de la science soviétique, jusqu'au projet international Polymode, où il a mené des recherches sur les tourbillons de l'océan ouvert et les membres de l'équipage ont également reçu des récompenses d'État pour cela. De nombreux membres de l'équipage et du groupe scientifique ont été décorés de divers ordres et médailles dans la salle Georges à Moscou en 1980. Bien sûr, la délégation a été dirigée par Papanine. Nous sommes dans la cabine du chef d'expédition. Le chef d'expédition est un poste très particulier. C'est lui qui est responsable du succès de l'expédition, c'est-à-dire de la résolution de toutes les tâches scientifiques qui lui sont assignées. C'est lui qui rédige le rapport principal dans lequel le succès a été défini, ce qui a été découvert et ce qui a été établi pour de nombreuses années à venir. De nombreuses personnes célèbres ont vécu dans cette cabine. Alexei Dobrovolsky, dont nous avons déjà parlé, Panteleimon Bezrukov, un géologue connu, et même le directeur de l'institut lui-même, Veniamin Kort, qui était également chef de l'expédition. Aujourd'hui, cette cabine est dédiée à une personne particulière, Gleb Oudintsev. Nous célébrons le centenaire de sa naissance. Il se trouve qu'en étant étudiant, il est monté à bord de Vitesse. C'est lui qui a eu la chance de devenir le chef d'une nouvelle branche de la géomorphologie, l'étude du relief du fond marin. Il a participé à l'élaboration des cartes d'abord des mers de l'Extrême-Orient, puis du Pacifique, et enfin du fond de tout l'océan. Ici, nous voyons ses affaires personnelles, des cartes, des journaux d'expédition. C'est lors de la 39e mission en 1971 qu'il était le chef de l'expédition, lorsque le petit-fils de Mikluho Maklay, Paul Robertson Maklay, est monté à bord. C'était une expédition ethnographique. Le Vitesse était à Sydney, mais avant cela, il avait participé à l'installation d'une plaque commémorative dans le village de Bongo, où Mikluho Maklay avait autrefois débarqué. Il se trouve que l'expédition est partie en excursion à Canberra. Le chef de quart a conduit Paul à la cabine où il a laissé une inscription commémorative indiquant que le 15 janvier 1971, il était monté à bord du célèbre Vitesse. Le chef d'expédition a invité également ici des invités de marque. Par exemple, Jacques Cousteau était assis ici sur le canapé où ils ont continué leur conversation créative. C'est pourquoi la cabine comporte plusieurs pièces. Elle est aménagée confortablement. Un bureau de travail, une chambre, une salle de bain derrière cette porte lointaine. Notez les caractéristiques intéressantes de l'intérieur. Toutes les pièces sont en bois rouge, tandis que d'autres sont en bois clair. La cabine a été réaménagée pendant une courte période de l'histoire du navire, lorsque le navire, après la Seconde Guerre mondiale, est arrivé dans cette flotte, qui était préparé pour être transféré à l'Union soviétique en réparation. Mais à ce moment-là, le Mars était parmi les navires préparés pour être transférés au Royaume-Uni. Il se trouvait à Liverpool et une partie de la salle des machines a effectivement été traduite en anglais. Nous avons appris ces événements lors de la restauration car les panneaux et les meubles ont des marques correspondantes. Le précurseur du Vitesse était le goélette à fourrure percée, qui a vu lever le drapeau d'État en 1922.
un groupe de 12 personnes a commencé ces expéditions scientifiques. Nous avons eu de la chance qu'ils aient ensuite été à bord du Vitesse et ainsi les matériaux de l'histoire ont été préservés. Un petit goélette en bois qui a été la première a été reconstruite à des fins scientifiques. Des appareils ont été fabriqués littéralement à la main à partir de photographies avec lesquelles ils ont étudié la mer Blanche. Il n'y avait pas de possibilité de sortir loin dans l'océan, mais déjà à l'époque, il y avait un intérêt pour savoir pourquoi un poisson se trouvait dans ces régions et pas dans un autre, pourquoi c'était là au printemps. Et toutes ces données ont été découvertes pour la première fois et cartographiées. À l'époque, le Persée appartenait à une organisation spéciale VNIRO. Aujourd'hui, plusieurs de ces subdivisions existaient déjà, mais le Persée est un nom qui a été donné à d'autres navires de recherche scientifique. On dit du capitaine, le premier a pris dû sur le navire, mais sur le Vitesse, il avait un travail particulier et bien sûr, les difficultés. Il y a le chef d'expédition également, mais sur le Vitesse, les capitaines avaient de la chance. Beaucoup d'entre eux comprenaient cette tâche importante et voyaient dans une coopération créative le succès de l'entreprise. Aujourd'hui, la cabine est dédiée au légendaire capitaine Igor Sergeyev. Il a passé plus de 10 ans au total dans cette cabine. C'est lui qui a conduit le Vitesse pour la première fois dans un port étranger. On se souvient de lui dans de nombreux ports étrangers où il pouvait sortir, faire des visites en anglais, être accueillant, aimable et discuter facilement, simplement avec le public. Ce qui, bien sûr, n'était pas facile pour lui. Et la cabine, bien sûr, suppose que le capitaine ne se contente pas de se reposer, mais reçoit également des invités. C'est la cabine la plus confortable du navire. Un bureau de travail, une chambre, une salle de bain, tout cela prévoit la visite des invités. Il a reçu les invités les plus prestigieux dans cette cabine, leur offrant du thé. Les capitaines se sont succédés à bord du Vitesse pour diverses raisons. Il convient de noter de nombreux d'entre eux, mais la haute qualité de professionnalisme et du travail avec l'équipage se reflète dans le succès de Vitesse. Enfin, nous sommes dans la timonerie du Vitesse. C'est ici que se trouvaient tous les principaux instruments de commande du navire. Un volant en bouton moderne pour l'époque est installé ici. Nous ne voyons pas de gouvernail qui nous est familier quand sur le Vitesse, le système de levier transmet l'effort et le navire commence à changer de cap. C'est ici que le timonier effectuait son service de quart. Comme il est d'usage dans la marine, les quarts étaient changés toutes les 4 heures, mais sur le Vitesse, en plus de noms classiques, ils ont reçu leur propre nom. Il y a le quart de 8 heures à 12 heures appelé Adieu Jeunesse. C'est à ce moment-là que des danses étaient organisées sur le pont des canons. Et bien sûr, le quart de 12 heures à 4 heures était appelé quart de chien. Ici, il était en service en continu, ce qui fait qu'il était effectué par 3 personnes. Il fallait absolument utiliser le télégraphe de machine qui transmettait les ordres à la salle des machines. Dans la salle des machines, à travers ce bruit et ce fracas, bien que le moteur diesel du Vitesse, disait-on, fonctionnait assez silencieusement par rapport à d'autres marques. Sur le Vitesse, les guides changeaient de position et la vitesse du navire variait. Bien sûr, il a eu des tempêtes et cela se ressentait particulièrement dans la timonerie, mais aussi dans les pièces intérieures. Non seulement les instruments de musique, mais aussi des appareils et des équipements étaient projetés. Parfois, des empreintes des appareils se trouvaient sur toutes les cloisons, les plafonds et le pont. C'est d'ici qu'on pouvait voir l'entrée du Vitesse dans les ports de lointaines et les îles. On disait du Vitesse qu'il a eu de la chance, tout comme le groupe scientifique et tout l'équipage, de voir les îles lointaines et de se sentir partie d'un travail scientifique si important. Nous terminons notre voyage. Nous comprenons maintenant que ces 30 années ont été une période très importante pour le Vitesse, mais aujourd'hui encore, le Vitesse continue d'accomplir une fonction très importante pour lui. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un navire sur lequel on peut monter et jeter un coup d'œil dans le coin le plus caché à bord. À certains, on propose même de prendre le thé sur le pont. Nous invitons tous à venir nous rendre visite et à monter à bord, là où
On était Thor Heyerdahl, Jacques-Yves Cousteau et tant d'autres qui ont eu de la chance de toucher au mystère de l'océan lointain. Julia, merci beaucoup pour cette visite magnifique. Le navire est vraiment splendide et il y a tant de choses intéressantes à découvrir à son bord. J'aimerais poser quelques questions. Tout d'abord, combien de laboratoires il y avait au total sur le Vitiaz? Nous les avons pas tous vus, n'est-ce pas? Bien sûr, vous n'avez pas tout vu. Au fil des ans, le nombre de laboratoires a varié. Certains sont apparus comme le labo de technologie maritime lorsque les instruments devaient être améliorés. D'autres, comme ceux de géologie, se sont divisés en plusieurs branches. Cependant, lors du réaménagement du navire, il était prévu qu'il y avait 14 labos. C'est pourquoi nous disons qu'il y avait 14 laboratoires et 14 équipes à bord du navire. Merci. Une autre question? Est-ce que Vitiaz participe encore à des projets contemporains? Cette année, nous participons à un projet très particulier, un projet que je rêvais de réaliser depuis longtemps. Avec la Société géographique de Russie, nous avons tourné un film sur le Vitiaz. Ce sera le premier film réalisé pour des casques et réalité virtuelle offrant une immersion totale avec une vue à 360 degrés. Dans ce film, nous avons également introduit des éléments de fiction pour la première fois. Ainsi, nous allons assister à une célébration de Nouvel An, à une conférence dans le salon principal. On va se plonger dans l'atmosphère qui régnait à bord du navire. C'est un projet tout neuf pour nous. Nous espérons terminer le tournage d'ici fin de l'année et la présentation officielle aura lieu. Le film sera également disponible sur le site de la Société géographique de la Russie. Le film sera donc disponible sur le site de la Société géographique de Russie, oui, vers la fin de l'année, et sur le site de votre musée, peut-être aussi dans une version simplifiée. Merci. Une dernière question. Pourquoi exactement Jacques-Yves Cousteau est-il venu à bord de Vitiaz? Je sais, d'après les souvenirs des participants, que la rencontre devait avoir lieu plusieurs fois. Mais pour différentes raisons, les calendriers ne coïncidaient pas. Une rencontre importante a eu lieu en 1967 à Mombasa. Vitiaz, le navire de recherche scientifique académique Kurchatov et le Calypso se sont rencontrés. Mais encore une fois, les calendriers ne s'alignaient pas et Cousteau il devait retarder son départ d'une journée juste pour visiter le Vitiaz. Il a laissé une inscription dans le livre d'or des visiteurs que vous avez vu et a même invité les membres du Vitiaz à visiter le Calypso le lendemain. La rencontre a été si chaleureuse que le lendemain, ils ont décidé de partir ensemble, les équipages des deux navires, pour un parc national où ils observaient des animaux. Merci beaucoup, Yulia Vassilievna, pour cette merveilleuse visite et pour avoir répondu à nos questions. Nous espérons vous revoir bientôt, peut-être pour la présentation de votre film. Nous invitons également nos spectateurs à nos prochains événements ainsi qu'à découvrir l'exposition sur le Vitiaz sur le site de la Maison Russe à Bruxelles. L'exposition photographique est très intéressante, disponible en 2 langues, russe et anglais. Nous vous disons au revoir et vous remercions encore une fois. Merci d'être venu et à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci pour cette rencontre magnifique.